merci infiniment. Bonjour, chers compatriotes. Bon, Okerui a vidé tout le temps du sénateur, donc je ne saurais pas lui adresser mes questions puisqu'il est parti. Dommage. Je suis là et comme vous le savez, je ne suis ni analyste, ni professeur, ni théoricien du droit. Je ne suis qu'un simple praticien du droit. Je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit parce que je sais effectivement que tous dans la salle, vous connaissez quelquefois mieux que nous. Et je sais aussi que, bon, j'ai plutôt à apprendre de vous qu'autre chose. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de leçons théoriques à développer. Je veux seulement vous soumettre quelques exercices, des réflexions pour qu'on arrive à la conclusion. Est-il vraiment possible d'accéder ou d'instaurer ou de restaurer l'état de droit au Congo? Pour moi, la question est importante. Je prends aussi, je profite de cette occasion pour dire bonjour à Christophe Rigaud, que je vois qui est finalement resté fidèle au Congo et à sa résistance. Il est quand même l'un des rares journalistes finalement Afrique-Arabia à pouvoir encore une fois faire remonter l'information à la fois de la résistance vers les médias mainstream. Et je pense que la remarque que Kerouin a faite s'agissant des médias nécessite quelquefois que l'on dise il y a des exceptions qui confirment la règle. Alors, si j'ai décidé aujourd'hui qu'on réfléchisse ensemble sur la question de l'état de droit, est-ce qu'il nous est possible de restaurer l'état de droit au Congo aujourd'hui, dans la situation où nous sommes? Je voudrais d'abord, et de prime abord, vous dire que je suis du Kivu. Je m'appelle Amouli Tuamdede Mwenega Shakamahi Yebachise. C'est-à-dire, Amouli, c'est la règle de droit, ça se prononce de différentes façons. Wamdeidei, ça veut dire tout simplement fils de prolétaire. Bon, même si mon père était caissier très connu de la BCZ pendant toutes les années de la colonisation jusqu'à sa mort, mais bon, j'ai préféré, moi, me situer comme prolétaire. Mwenega Hacha, c'est le nom de mon père. Kamahi, c'est le nom de mon grand-père. Yébaptisé, ça veut dire tout simplement, c'est ce que mon père avait choisi pour moi, c'est-à-dire le sauveur de la famille. Mais je n'ai pas beaucoup aimé ce nom que mon père m'avait donné au moment de l'authenticité parce qu'il y avait dans le quartier une petite fille moche ou une fille moche qui portait le même nom. Alors j'ai dit non, je ne peux pas porter le même nom que baptisé. Donc ça, c'est l'histoire de mon nom. Et je vous le dis d'autant plus que les Kivusiens sont très amers. Des jugements qui sont quelquefois des jugements sommaires. Il devient insupportable. Et ça, c'est un message de la part des Kivusiens que je tiens à porter. Il devient insupportable de traiter tout Kivusien qui ne partage pas vos opinions de Rwandais. Parce que, vous savez, il y a des moments où ce type de présentation frise à la fois la diffamation et l'injure. Il y a peut-être des Rwandais qui souhaiteraient devenir ou qui se battent pour devenir Congolais. Mais il n'est pas sûr qu'il y a des Congolais qui se battent et qui souhaitent éventuellement être rwandalisés. Donc il est très important de savoir que finalement, prochainement, lorsque le problème se posera, il faudra que la charge de la preuve incombe à la personne qui accuse. Parce que sincèrement, ça devient à la fois... Et puis, la personne peut se suicider. Vous ne savez pas quel est le degré de sensibilité d'une personne. Bon, si on ne peut plus passer dans la rue sans être traité de Tutsi ou de Rwandais, bon, des fois, à un certain moment, on se dit que ça devient insupportable. Donc, je voudrais apporter cela tout en disant tout simplement que je suis aussi
président du CRID. Beaucoup qui communiquent avec moi sur Facebook savent que, bon, c'est CRID, mais CRID, c'est une convention, c'était d'abord un comité de résistance pour la défense de l'intégrité du territoire et l'état de droit. Donc, le combat, on l'a commencé en 1998. Les premiers échantillons de matières premières pour démontrer à l'Occident ou à la presse occidentale que cette guerre est une guerre, non pas des libérations, mais plutôt une guerre des pillages économiques. Les premiers échantillons, je les avais pris des coltans, Tantale, etc. Je suis passé par la frontière suisse. Les policiers suisses et les douaniers suisses m'ont dit « Vous n'avez pas le droit de vous promener avec ces histoires ». J'ai dit « Je vais juste pour le besoin d'une conférence ». Et ils ont marqué mon nom et ils ont dit « Vous devez, au retour, passer par ici, nous montrer que vous revenez avec ces matières, sinon vous aurez des problèmes avec nous ». Ça, c'était en 1998. Nous avions déjà commencé cette campagne. Et quand je parle ici de cette campagne, je voudrais éventuellement qu'on y associe le nom de Monseigneur Catalico, qui est finalement notre père spirituel, et de Monseigneur Monziwa, qui a été tué dès le jour de l'entrée de l'AFDEL à Bukavu. Donc ce sont ces deux-là qui sont effectivement les pères spirituels du combat que nous portons. Donc ce n'est pas un combat raciste, mais un combat philosophiquement bien cerné. Alors, je vous ai dit que je vais seulement vous soumettre des cas sur lesquels nous allons discuter, parce que ces cas-là permettent éventuellement de regarder la question de l'état de droit de manière sereine et sérieuse. Nous savons tous, et Kerwin l'a dit, la Constitution du Congo dit « Pour être président de la République, il faut être congolais. Pour être président de la République française, il faut être français. » Bon, ça va de soi. Et donc, en 2006, comme on l'a dit, il y a eu des campagnes électorales qui, selon l'endroit où on était, l'un s'appelait Mwanamboka, l'autre s'appelait Mtoto Ainchi. Paipa, il s'est présenté contre Kabila en disant qu'il était le fils du pays. Bemba, de l'autre côté, s'est présenté contre Kabila en disant qu'il était le fils du pays. Mais on n'avait pas le droit de poser la question de savoir c'est qui le fils du pays. Moi, je dis tout simplement, sur le plan constitutionnel, le peuple avait le droit de savoir. Et le peuple a toujours le droit de savoir. Mais je voudrais quand même dire ceci, c'est que chaque peuple a un des chefs qu'il mérite. Ça, nous devons le savoir. On peut se plaindre aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut. Cela fait 20 ans que ça dure. Chaque peuple a des chefs qu'il mérite. Si, aujourd'hui, cette situation dure, ne leur posons pas la question. Nous devons nous poser la question. Où est-ce que nous avons fauté? Qu'est-ce qui fait que nous avons des chefs que nous n'acceptons pas? Qu'est-ce qui fait que nous échouons à nous doter des chefs que nous acceptons? Parce que c'est beaucoup plus facile de dire « attendez, nous ne l'acceptons pas, etc. » Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que nous faisons pour avoir les chefs que nous méritons? Et à la fin, je vous démontrerai que c'est tout simplement parce que vous, le peuple, vous avez aussi une grande responsabilité dans la non-instauration de l'état de droit. Vous exigez de droits, mais quand vous en avez, vous ne savez pas les utiliser. Vous demandez à ce qu'on vous les apporte dans une assiette, même quand, effectivement, il vous appartient de les prendre. Donc, la question d'instauration de l'état de droit est une responsabilité commune. Je voudrais aussi soumettre à votre réflexion une réflexion d'un homme que je considère effectivement comme étant un homme qui politiquement, ou du moins sur le plan de la philosophie politique, reflète un peu la philosophie du monde, c'est Jacques Attali, qui dit de notre pays, le Congo c'est un non-pays, le Congo c'est un non-État.
il y a une administration ou peu, il n'y a pas d'administration ou peu, il n'y a pas de police ou peu, il n'y a pas de justice ou peu. Alors, quand un Congolais reçoit un tel message, il réagit comment? Il réagit comment? C'est comme quelqu'un qui vous dirait « votre maison est pourrie ». Pratiquement est en ruine et plein de rats dedans. Bon, nous nous regardons et nous faisons quoi? Alors, chacun de la place qui est la sienne doit savoir comment agir et comment réagir. Parce que on ne va pas attendre que d'abord tout le monde prenne la décision pour chacun, et puis par la suite on se rend compte que personne n'a pris cette décision parce que personne attendait que chacun prenne la décision et chacun attendait que tout le monde prenne la décision. Et c'est comme ça que le Congolais, au lieu de prendre ses responsabilités à titre individuel, il commence d'abord à chercher derrière quel groupe il veut parler. Ah, biso va combattant. Ah, biso va ceci, biso va cela. Non. Il faut savoir d'abord personnellement qu'est-ce que l'on veut faire pour son pays et qu'est-ce qu'on est en train de faire, quel est le combat que l'on mène. Alors, moi je vais vous dire quels sont les sujets et je suis d'ailleurs très content que Christophe Rigaud soit présent ici parce qu'il a été témoin de beaucoup d'événements qu'il a su faire remonter à un certain moment, mais d'autres aussi qu'il n'a pas fait remonter. Ce qui nous arrive aujourd'hui, moi je l'avais prévu il y a quelques années, et j'avais fait une pétition demandant aux Congolais de signer pour que Kabila restaure le second tour, avant que les dégâts ne se fassent. Et mon explication était simple. Un tour pour le Congo, un pays aussi immense que le nôtre, un tour pour le Congo ne peut que permettre, le premier tour ne peut que permettre de situer l'ancrage des candidats au niveau régional. Là, on sait effectivement quel est le candidat qui est fort au niveau régional. Une fois qu'on a situé cet ancrage, les candidats peuvent se présenter maintenant en alliance au deuxième tour, mais en sachant effectivement qu'est-ce que chacun apporte à l'autre. Or, en faisant un tour unique, dans un pays où les conditions pour être président de la République sont très élastiques, bon, on ouvre la boîte de Pandore où on peut avoir 100 candidats, mais c'est finalement 99 frustrés à la fin du premier tour. Mais les 99 frustrés feront que le président élu sera que le président de quelques individus, et non pas le président de tout le monde. À ce moment-là, les médias mainstream n'avaient rien compris à cela, et je me souviens, seul Afrique Arabia avait fait écho de cette chose. Mais je dois vous dire que le refus de 2 tours était venu de la part des Tshisekedi-istes. Parce qu'ils ont dit tout simplement, nous sommes sur un schéma, si on ouvre la voie à la révision constitutionnelle, Kabila va en profiter pour pouvoir modifier la Constitution. Moi j'ai dit non. Si nous avons 99 000 voix, signatures de la population pour demander à ce qu'on instaure le 2 tours, le Parlement sera obligé effectivement d'accepter cette pétition. Bon. Et moi, je trouve que c'est idiot et bête d'avoir toute une salle, tout le stade, hein, qui scande Zongisaye na Rwanda, alors qu'on aurait pu se mettre devant l'entrée du stade et faire signer des pétitions à des gens pour demander le changement de constitution. Le même jour, après avoir chanté, on avait pratiquement le quorum nécessaire pour exiger que les 2 tours reviennent. Mais qu'avait dit le leader de l'opposition à l'époque? 2 tours ou pas, je gagnerai quand même. C'est tout. Donc, il a dit clairement, 1 tour ou pas, je gagnerai quand même. Donc, il s'en foutait du fait qu'on puisse revenir sur 2 tours. Alors, la question généralement de l'état de droit se pose lorsque on examine les questions politiques, les accessions au pouvoir politique, etc. Et je vais les ramener sur la table
avec vous pour qu'on en discute. Et je veux vous dire tout de suite que pour moi, la responsabilité, elle n'est pas que à nos dirigeants, elle n'est pas que à notre peuple. La responsabilité est aussi internationale. Et je vais vous en donner un exemple. En 2006, nous avons une campagne électorale qu'on nous présente comme étant la meilleure, finalement, que le Congo n'ait jamais organisée, sponsorisée par pratiquement tous les États du monde. Eh bien, cette campagne électorale aligne ou laisse aligner les candidats. Et tout le monde, même la communauté internationale, jure sur l'état de droit, sur le respect de la Constitution, sur des élections valides. Et vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que, à ces élections de 2006, les trois premiers, c'était Kabila, Bemba et qui? Oscar Kachala. Alors, ça passait comme une lettre à la poste. En 2011, Oscar Kachala se représente encore comme candidat. Je suis content de prendre cet exemple parce que ce n'est pas une question de xénophobie. Oscar Kachala, Azamwana Mboka, c'est de père et de mère congolais. Mais moi, j'ai dit, constitutionnellement, il n'avait pas le droit de concourir. En 2006, il n'avait pas le droit de concourir en 2011. Et j'explique. Donc, en 2011, j'écris à la Cour constitutionnelle, à l'époque c'était la Cour suprême qui s'occupait des affaires relevant de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'était pas encore faite. Je fais une lettre écrivant à la Cour constitutionnelle d'interpréter la Constitution sur certains points que j'estimais être des points importants à clarifier avant les élections. Et j'explique à la Cour constitutionnelle, bon, je vais vous dire tout simplement, ma requête n'est jamais arrivée à la Cour constitutionnelle parce que quand l'avocat l'a reçu, l'avocat a disparu. Les élections ont eu lieu, la Cour constitutionnelle n'avait pas reçu la requête, et 6 mois après les élections, je vois le confrère venir ici à Paris. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il me dit, ah, mais tu sais, tu avais oublié de me donner la procuration. Moi, j'ai dit, attends, tu viens 6 mois après pour me demander la procuration, c'est pas sérieux. Il me dit, dis donc, toi aussi, tu voulais me faire tuer? Moi, je ne pouvais pas m'en prendre à Kamere, Kabila et Kengo en même temps, quand même. Clair et net, l'avocat a eu peur de soutenir le droit. Mais je crois d'ailleurs prendre Christophe Rigaud en témoin, puisque je lui avais envoyé copie de ces documents, comme je l'avais envoyé aussi à d'autres médias. Et moi, je disais tout simplement ceci. Nous sommes dans le cadre d'une élection à tour unique. Dans le cadre d'une élection à tour unique, il faut savoir qu'un candidat de plus, c'est des chances de moins à celui qui aurait pu éventuellement passer. Donc, il faut que tous les critères d'admissibilité soient reconnus. Et moi, je présente à la Cour constitutionnelle ces documents. J'ai demandé à Candide de vous l'envoyer parce que, bon, je l'ai fait en 2011. Je présente à la Cour constitutionnelle tout ce qui se dit sur Vital Kamerhe, tout ce qui se dit sur Kabila, tout ce qui se dit sur Kengo. Et moi, je dis à la Cour constitutionnelle, moi, simple citoyen, je n'ai aucun pouvoir et je n'ai pas le droit de décider qui est congolais et qui n'est pas congolais. Mais la Constitution dit que ne peut être président de la République qu'un citoyen congolais. Or, je lui sors tout ce qui est dit sur Kabila, je sors tout ce qui est dit sur Kengo et je sors tout ce qui est dit sur Kamerhe. Je dis, c'est à vous de revenir vers le peuple et dire au peuple, non, non, vos rumeurs là, il ne faut pas en tenir compte, nous avons des éléments qui démontrent qu'ils sont bien éligibles. Donc, comme je vous dis, la requête n'est jamais arrivée. Toujours est-il que
après les élections 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours continué à entendre parler d'un président qui ne serait pas congolais, etc. Finalement, l'extranéité de Kabila a beaucoup plus pesé sur la gestion du Congo que finalement l'éducation, le social, le culturel, etc. Nous avons concentré 80% de notre temps à parler de la nationalité de Kabila, et même les Occidentaux, on en reviendra si vous le souhaitez. Alors, ça c'était en 2011. Mais tout récemment, j'ai fait encore une lettre ouverte d'un citoyen ordinaire que j'ai adressé à Kengo et à Minaku. J'ai dit à Kengo et à Minaku, je dis, enfin, le gouvernement du Congo a décidé de prendre à bras-le-corps la question de moratoire et régler le problème, finalement, de la double nationalité, qui est un problème inconstitutionnel, faut-il le dire. Et dans un pays où la nationalité est une et exclusive, il me semble inconstitutionnel que le Parlement du Congo et le Sénat aient laissé siéger des gens qui aujourd'hui sont interdits de se présenter comme candidats. C'est-à-dire, aujourd'hui, on constate effectivement que Baba Bassoué, Tibala, n'ont pas le droit de se présenter comme candidats. Alors, si vous le constatez aujourd'hui, ça veut dire qu'au moment où ils sont passés députés, ils n'avaient pas le droit d'être députés. Mais ils ont siégé toute la législature. Je vous demande de prendre des mesures, de 1, pour que ces gens ne continuent plus de siéger, et j'attire votre attention sur le fait que dans un Parlement national, dans un Sénat, ont siégé des gens qui n'avaient pas qualité, ça veut dire tout simplement que les décisions qui ont été prises, les lois qui ont été prises, sont inconstitutionnelles. Et si ces lois sont inconstitutionnelles, c'est que la loi électorale actuelle est inconstitutionnelle. Parce que signée par Baba Bassoué, parce que signée par tous ces gens-là. Et je dis, on me dit, il faut soumettre, pourquoi ne pas faire une requête à la Cour constitutionnelle? Je dis non, je vais en faire une question politique ou politicienne. Je ne veux pas saisir la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle pourrait me rejeter la requête et normaliser une situation qui est anormale. Donc je refuse de saisir la Cour constitutionnelle. Ça, je l'ai fait il y a quelques 3 mois, la lettre ouverte d'un citoyen ordinaire, à Kengo et à Minaku. Et pour moi, par la suite, je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire, je n'attendais pas que X, Y, Z soit derrière moi pour continuer mon combat. Je suis juriste, je suis praticien de droit. De la place qui est la mienne, la petite place qui est la mienne, je me dis qu'est-ce que je peux apporter à mon pays. Si j'estime effectivement que c'est ce que je peux apporter à mon pays, eh ben, je me mets au travail, je le fais. Et donc, la dernière, j'écris à la Cour pénale internationale, une institution que tout le monde veut éventuellement considérer comme inviolable. Et je saisis la Cour pénale internationale en leur disant je souhaite effectivement que vous me receviez comme amicus curiae, donc ami de la Cour, pour vous interroger sur la nationalité d'Ntaganda. Aujourd'hui, vous êtes en train de juger une personne que vous avez présentée dans votre mandat d'arrêt comme étant sujet rwandais. Le jour de son arrestation, ou le jour où il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis, le rapporteur de la Cour continuait de dire que c'est un sujet rwandais. Pour la Cour pénale internationale, c'était un sujet rwandais. Et quand il se présente devant la Cour, il vous dit « Je suis né au Rwanda, des parents rwandais, je suis général dans l'armée du Congo, je suis
congolais. Bon, moi j'ai dit à la Cour, ce serait grave que vous preniez la parole d'un individu comme lui conférant la nationalité, parce que si vous le faites, vous devez accepter que tous ces gens-là qui sont en train de massacrer, tous les étrangers qui massacrent au Congo, le jour où vous les arrêterez, le jour où vous les présenterez, ils vous diront « nous sommes Congolais » et vous devez acter. On ne devient pas Congolais comme ça sur simple déclaration d'un accusé quand même. Soyons sérieux. Et donc, j'ai dit aussi à la Cour, il faut aussi faire attention. Cette affaire a été portée officiellement par le gouvernement du Congo à la Cour de justice internationale, c'est-à-dire le tribunal des États entre États. Et dans cette affaire, il était question de poursuivre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mais l'Ouganda et le Burundi ont été jugés par la Cour et condamnés pour agression. Mais le Rwanda n'a pas été condamné pour agression pour la simple bonne raison que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour. Et même un juge a dû dire, écoutez, quand même, ça commence à devenir... donc, n'importe quel État voyou, finalement, peut faire n'importe quelle bêtise et venir dire, je ne reconnais pas la compétence de la Cour, et à ce moment-là, il s'en tire sans être jugé. Et moi, j'ai dit à la CPI, vous êtes une instance pour juger les individus au pénal. Mais sachez que si vous prenez le risque de considérer Ntaganda comme Congolais, vous vous serez immiscé dans les affaires de la compétence de la Cour de justice internationale où le Congo a accusé le Rwanda d'agression. Bon, naturellement, vous lirez dans les documents que Candide va vous présenter la réponse que la Cour m'a réservée. Je n'étais pas surpris par cette réponse, mais moi aussi, je savais très bien qu'il y avait l'éventualité de cette réponse. Donc, dans ma demande de dépôt de mémoire, j'avais mis tout le contenu de mon mémoire. Donc, même s'il n'acceptait pas de me prendre, tout le contenu était déjà là-dedans. Ça, c'est une stratégie juridique. Voilà les éléments de réflexion que je vous soumets pour dire, attendez, nous sommes dans une situation où le droit est en train d'être violé. Les gens accèdent à la députation sans avoir la qualité et en violation de la Constitution. D'autres se présentent comme candidats au présidentiel. Et la responsabilité internationale, donc je vais essayer un peu de la situer de manière très précise dans l'affaire Kachala. Parce que dans l'affaire Oscar Kachala, alors que personne ne pouvait éventuellement s'en prendre à lui en disant c'est un étranger, Oscar Kachala, d'après les médias américains, avait fait sa demande de naturalisation en 2005. Donc au moment où il s'est présenté aux élections 2006, il venait d'avoir de céder sa green card contre la carte de citoyen américain. Et quand la presse américaine lui pose la question, mais attendez un peu, vous allez faire quoi là? Vous êtes américain, mais là, on n'accepte pas la binationalité. Il dit, oh, moi je suis citoyen du monde. C'était sa réponse. Et ça m'a fait penser à la réponse de Caméré quand on lui demande « Mais vous aviez votre diplôme avec un prénom de Vital, mais finalement, quelle était votre nationalité quand vous avez eu le diplôme ?» Il a répondu « C'est quoi être Congolais? Pour moi, être Congolais, c'est lui qui rend de bons services au Congo. » De la part d'un candidat aux élections présidentielles, moi, je trouve que c'est minable. Je pense qu'il faut préciser, par rapport à ce détail-là, oui, qu'en RDC, sous Mobutu, on n'avait pas le droit au prénom, parce qu'il y a des gens ici, je pense, qui ne connaissent pas, on n'avait pas le droit au prénom chrétien. Et quand M. Vital Kamerhe dit comme ça que sur son diplôme en RDC, enfin Zaïre à l'époque, il y avait mentionné, c'était mentionné son nom Vital, c'est qu'automatiquement c'était un étranger. Oui. Parce que les Zaïrois n'avaient pas le droit. Donc il y a des détails comme ça qui permettent souvent finalement de mettre toutes ces personnes en exergue par rapport aux mensonges qui continuent. Alors donc c'est des éléments de fait
tous ces éléments de fait, moi, j'avais seulement remis au... bon, c'est comme pour, puisqu'on parle des deux, parlons des deux autres. Bon, donc, pour Kengo, où on dit, voilà, qu'il est né d'un père polonais et d'une mère Tutsi à Kigali. Bon, lui qui dit, je suis né, plutôt, c'est ma grand-mère qui était née à Kigali, mais ma mère était la fille de ma grand-mère rwandaise. Bon, bref, toutes ces questions-là sont des questions qui, de mon point de vue, devaient être élucidées par le tribunal. Aucun d'entre nous et aucun citoyen n'a le droit de dire ou de décider quelle est la nationalité de tel ou tel autre. C'est seulement le juge, normalement, le juge des affaires civiles, qui est juge d'état civil, qui doit normalement se prononcer. Et donc, j'avais fini par dire à la Cour pénale internationale, elle n'a pas encore décidé dans l'affaire Ntaganda, je dis, si vous devez prendre une décision dans l'affaire Ntaganda, au moins, il faut avoir une prudence dans votre langage. Ne dites pas Ntaganda citoyen congolais, mais dites plutôt Ntaganda se disant citoyen congolais. Parce que, en disant Ntaganda se disant citoyen congolais, à ce moment-là, vous remettez aux juges rwandais et aux juges congolais leur pleine prérogative de décider qui est congolais et qui ne l'est pas, qui est rwandais et qui ne l'est pas. Ça, c'est ce que j'ai pu dire. Maintenant, pour clore cette discussion, parce que je vous donne seulement les éléments de discussion, pour clore ces éléments, je voudrais tout simplement vous soumettre aussi trois choses. Je ne crois pas que le président actuel soit capable ou soit l'homme qui pourrait restaurer l'état de droit au Congo. Je pense pour ma part que dans le passé, le parti qui est le sien, l'UDPS, s'est montré très complice dans la violation de l'état de droit. Et j'en veux pour preuve, nous avons eu 2 premiers ministres, avant d'avoir un président aujourd'hui, nous avons eu 2 premiers ministres de l'UDPS. Le premier était doublement contesté, d'abord parce que belge, et à ce moment-là, ça semblait presque normal, mais en tout cas, au moment où il s'est présenté aux élections présidentielles, il était obligé cette fois-ci de renoncer définitivement à la nationalité belge. Mais ce Premier ministre était membre de l'UDPS, était élu député de l'UDPS. L'UDPS, si elle avait vraiment le souci et le respect de l'état de droit, ne l'aurait pas aligné comme député national en ces années-là. Et il n'y a pas que lui dans les rangs de l'UDPS. Le président actuel, moi je pense effectivement que dans sa mentalité, il adore un peu trop la COP. Donc c'est ça la loi, la COP, etc. Bon, on peut appeler ça deal, on peut appeler ça COP, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais en tout cas, Chancelo Kopamba, bon, il faut aller chercher par tous les moyens ce que l'on doit prendre, et il a pu finalement obtenir jusqu'à la présidence. Avec une telle mentalité, on ne peut pas restaurer l'état de droit, parce que si l'on restaure l'état de droit, il vous reprend. Moi, je vous dis très sincèrement, si moi j'étais juge, et s'il me nommait juge, je n'hésiterais pas à le convoquer. Ou je n'hésiterais pas à convoquer les autres. C'est ça, finalement, l'état de droit. Quand on est dans un état où les politiques n'ont pas peur des juges, on ne peut pas espérer restaurer l'état de droit. Et quand on est dans un état où les juges, ont peur des politiques, là, on ne peut pas non plus restaurer l'état de droit. Donc, pour moi, la responsabilité majeure se retrouve du côté de nos magistrats. D'abord parce que, par la Constitution, ils ont le pouvoir de dire le droit. Et par la Constitution, ils savent très bien que leur pouvoir est séparé de l'exécutif et du judiciaire. Et je vais vous dire pourquoi la Cour constitutionnelle, actuellement, ne me paraît pas non plus répondre aux exigences de la Constitution. Quand vous êtes juge à la Cour constitutionnelle et que l'on vous nomme à assez haut niveau,
la première chose, c'est de regarder effectivement quelle est la légalité de cette nomination. Lorsque le tiers est nommé par le Sénat, et que ce Sénat est lui-même dans l'inconstitutionnalité parce que frappé d'extranéité, un juge qui se respecte pourra dire, écoutez, personnellement, je trouve que ma nomination ne correspond pas à l'idée que je me fais de la justice et de la loi. Mais aujourd'hui, quand on va se soumettre à la Cour constitutionnelle, vous avez un tiers qui a été nommé par des parlementaires qui eux-mêmes sont des illégaux. Donc, forcément, devant la Cour, la première réaction d'un avocat, c'est de dire, écoutez, monsieur le président ou monsieur de la Cour, je vous demande de vous récuser. Parce que je veux ici soumettre le fait que les lois qui vous ont constitué sont inconstitutionnelles. Bon, forcément, qui va être chassé? Ce n'est pas les juges qui vont être récusés, mais c'est l'avocat qui va être chassé de la Cour. Bon, voilà un peu la situation telle qu'on la présente. Donc, je ne pense pas non plus que Kabila ait été le modèle de ce que l'on peut appeler l'instauration de l'état de droit. Je dois dire très clairement qu'il y a eu une forte complicité de la presse étrangère, parce que malheureusement, pour nous, la presse étrangère est encore celle qui fait l'opinion publique congolaise, et malheureusement aussi des puissances étrangères. Lorsque Kachala se présente, les États-Unis jurent la main sur le cœur qu'ils veulent voir organiser les meilleures élections au Congo. Mais leur ambassadeur fait le rapport. Quand il présente les candidats, il fait le rapport dans lequel il dit Kachala, US Zairian citizen. Ah, mais comment? Vous dites, voilà, vous venez mentir au peuple que vous voulez qu'ils organisent des élections qui soient bien propres, et vous laissez un candidat concourir alors que vous savez très bien qu'il n'a pas le droit de concourir. C'est la complicité. Regardez le nombre de ministres. Et je prends un exemple simple. Nous avons eu un ministre belge de la Défense congolaise. Un ministre belge de la Défense congolaise. Là, je peux en parler parce que j'ai pu mettre la main sur l'arrêté royal. Et par la suite, l'arrêté royal a disparu du bulletin. Mais le problème, c'est que quand vous mettez un ministre belge de la Défense congolaise, quelle est votre défense nationale? Est-ce la vôtre ou celle des autres? Question. Mais lorsque les M23 sont venus attaquer pour la première fois le Congo, quelles sont les troupes auxquelles c'était attaqué? C'était des troupes qui étaient formées par la coopération technique belge. Ces gens n'ont pas tenu 2 jours, ils ont déposé les armes, ils ont fui. Voilà un peu ce qu'on vous apporte. Un jour, je parlais avec le père d'un des copains que vous connaissez tous, je ne vais pas citer son nom, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe au pays? Et le papa me dit, mais attendez un peu, vous vous moquez de nous. C'est à nous de vous poser la question, qu'est-ce que vous faites de nous? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Nous, on est là à crier dans la rue, à vous défendre, et vous nous dites que c'est à nous de... Il dit, non, nous vous connaissons. Vous venez d'Europe avec votre valise, vous laissez femmes, enfants à la maison, à l'école, vous allez occuper une maison de fonction, seule, il n'y a pas de femmes là-dedans, il n'y a pas d'enfants là-dedans, vous ne faites confiance à personne, même pas à votre pays, et quand ça crépite, vous êtes prêts, vous prenez votre valise, vous courez à votre ambassade, qu'on vous protège. Effectivement, se pose la question de savoir, aujourd'hui, quand un ministre belge, français, américain, canadien est au Congo en train d'agir, est-ce que sincèrement c'est dans l'intérêt du Congo, ou alors quelque part il s'est dit, en cas de difficulté, il faut quand même que je sache par où partir.
je dois dire que je n'ai pas vu dans la Constitution une disposition qui interdit d'être ministre quand on n'est pas congolais. Ça, c'est un vide que j'ai trouvé dans la Constitution. Je ne peux pas vous dire que c'est illégal ou anticonstitutionnel, mais ça m'a surpris. Pour les députés, pour les sénateurs, pour le président, oui. Mais quand il s'agit des ministres, il n'y a pas de disposition qui interdise à être ministre quand on est congolais. Voilà un peu les éléments des réflexions que je voulais vous soumettre, puisque, comme je vous ai dit, moi, je ne suis ni théoricien, ni rhétoricien, ni analyste politique. Moi, je veux seulement qu'on réfléchisse sur la question. Maintenant, quelle est votre responsabilité? Votre responsabilité à vous, peuple, c'est que la Constitution vous a donné des pouvoirs. Et ce pouvoir, vous les avez mal utilisés. En 20 ans, il y a eu plusieurs occasions d'articuler l'article 64. Au lieu d'articuler l'article 64, tous les combats, toute la résistance n'a fait que de brouhaha sur l'article 64. Il ne l'a pas articulé. Or, l'article 64 dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tous ceux qui arrivent au pouvoir ou s'y maintiennent en violation de la Constitution. Alors, soit que nous sommes incapables de lire la Constitution et donc savoir quels sont nos droits, soit alors, lorsque nous connaissons nos droits, nous disons c'est difficile effectivement à articuler et nous commençons à chercher de faux fuyants. Donc nous avons une responsabilité collective. Si l'article 64 est au congélateur, c'est parce que le propriétaire, ceux qui ont le droit d'user et d'exécuter l'article 64, n'osent pas le faire. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas, dans ma communication.